réunion était financée correctement. Ça, ce genre de choses, ça existe depuis le 1er juin 2011. Donc les gens qui sont sérieux pour leur candidature ont, entre 2011 et maintenant, ou un peu plus tard, ont fait une déclaration en préfecture de nature financière, mais ce sont ce qu'on appelle que des candidats à la candidature. Les vrais candidats officiellement, c'est entre le 7 et le 11 mai. Alors, le nombre a varié, puisqu'il y a des gens qui sont annoncés qui seraient candidats, puis sont rétractés. Et il y en a qui, je crois qu'on en est à 10 ou 11 mais ça a un caractère officiel plus ou moins grand. Je ne sais donc, quand on va voter, on verra juste des noms ou il y aura également la bio des différents candidats? Comme dans toutes les élections, il y a une profession de foi, recto verso, et puis un bulletin de vote sur lequel il y aura 2 noms. Oui, alors, en droit français, la double nationalité, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais le Code civil, sauf l'article 23, on est français ou on n'est pas français. Hein. Le fait de posséder une autre nationalité vis-à-vis de la France, ça n'a aucune importance. C'est la même chose pour les États-Unis. Non, ça l'est devenu en pratique, mais avant il y avait ce qu'on appelait l'expatriation, c'est-à-dire expatriation, c'était la perte de nationalité américaine à cause de l'acquisition ou de l'exercice d'une nationalité autre. Oui, c'est vrai, mais c'est une pratique. Je veux dire, il y a une jurisprudence qui fait que... Voilà, depuis 67. Donc c'est maintenant, de toute façon, c'est vrai. Maintenant, en pratique, ça existe depuis très longtemps. Et en pratique, ceci dit, c'est une jurisprudence qui peut... Comme les jurisprudences et les lois, ça peut varier. Donc c'est à ça qu'en France, on est à un doigt de faire varier, alors que la France est un des pays sur lequel il y a la plus belle notion de nationalité. Bon, on est en train de mélanger ça avec la fiscalité de droite et de gauche. Moi, ça m'inquiète très fort. Parce qu'effectivement, vous avez raison, ce qu'une loi a fait, même une constitution, une autre loi, une autre constitution peut le défaire. Donc c'est pas, rien n'est jamais acquis, il faut qu'il y ait une focalisation sur ce qui existe, et ce qui existe de bien, et le garder. Et puis si parfois il y a des choses moins bien, il faut à ce moment-là... Alors le seul problème, et c'est tout le problème de la politique, vous demandez aux gens ce qu'ils estiment être bien ou moins bien, et les gens ont des opinions différentes. Donc pour revenir à ce que disait monsieur, il y a toute une partie, 85% des choses qui sont de la représentation des Français de l'étranger, et puis 15% qui sont des discussions politiques pour savoir si on parlait de... un des gros dossiers, c'est le dossier de ce qu'on appelle la prise en charge de la scolarité des lycéens, c'est-à-dire seconde, première, terminale. Jusqu'à il y a quelques années, un certain nombre d'années, les représentants des Français de l'étranger voulaient faire en sorte que la scolarité soit aussi gratuite que possible. Et puis on a un président de droite qui a décidé de mettre en chemin cette chose-là en commençant par la terminale. Et puis, ça a été considéré comme étant une mauvaise utilisation des fonds publics alors que l'idée était d'aller vers la gratuité en commençant par le bout le plus accessible. Le procès d'intention a été fait en disant mais non, attention, si on a de l'argent à dépenser pour payer la scolarité aux gens qui pourraient éventuellement se débrouiller autrement, reprenons cet argent-là et distribuons-le à d'autres choses. Alors si on faisait ça sur, je ne sais pas si on me fait bien comprendre, c'est-à-dire que... Je veux dire, aujourd'hui c'est en pratique, seconde, première, terminale, c'est en pratique, c'est gratuit. Et François Hollande a dit qu'il supprimera ça. D'accord. Mais et Sarkozy, qu'est-ce qu'il a dit sur le sujet? Sarkozy, c'est lui qui l'a mis en place. Donc il le laisserait en place. Ah oui. Et c'est pas entièrement gratuit en fait, c'est basé sur des taux de... Effectivement, l'idée c'était que ça aurait dû être, vous êtes bien placé pour le savoir, ça aurait dû être gratuit et il y a malheureusement eu un problème. Bon, les établissements ont comme n'importe quel business, ça a du mal à gérer, enfin il faut dégager des fonds qui permettent de travailler. Et dans un premier temps, la gratuité, la première année, appliquée uniquement à la terminale, était, vous êtes établissement scolaire français, vous avez un élève en terminale, vous nous dites le nom de l'élève, et puis essentiellement d'autres renseignements qui sont d'ailleurs critiquables, mais enfin essentiellement on donne le nom de l'élève est scolarisé, l'État paye la scolarité de l'élève. Point. Le seul problème, c'est que c'était un chèque en blanc, et il y a beaucoup d'établissements qui, de par le monde, ont fait monter artificiellement les coûts de scolarité en terminale. Moyennant quoi, et j'étais de cela, j'ai pas pu dire non au fait qu'il y ait des freins
pour éviter le chèque en blanc complet. Donc ces freins-là se sont traduits en bout de course par le fait que la soi-disant gratuité n'est pas une vraie gratuité, elle couvre 70%. C'est bien. Mais ça veut également dire que... Pour toi, c'est combien? Ça couvre combien? À peu près 70%. Ah, c'est bien. Mais alors, ça veut dire que les gens, le système des bourses reste encore en place. C'est-à-dire que les gens qui... Sur les 30% dans ce cas-là. Alors, non, c'est-à-dire qu'il y avait... le système des bourses pouvait couvrir la totalité, suivant les conditions de ressources. La prise en charge n'est pas soumise aux conditions de ressources. Il y a un élève, il est français, il est établi, ses parents, ses gardiens sont là, il a la prise en charge. Donc, gratuité ou un pourcentage important. Et puis, il y a également les bourses, ce qu'on appelle le système de bourse scolaire, qui est en fait le paiement des frais d'écolage liés aux conditions de ressources. Et là, ça va de 0%, si vous avez suffisamment de ressources, on dit non, désolé. Et puis, ça va jusqu'à 100%, y compris 100% plus frais de transport, frais de, etc. Bon. Et donc, ce système-là reste en place, c'est-à-dire que les parents déposent un dossier, et puis la commission des bourses ou l'administration va faire une décision qui est le plus favorable à la famille. Si c'est la prise en charge, on donne la prise en charge, donc les frais plafonnés qui peuvent, ici ça fait grosso modo 70%, et puis sinon, ça peut être 100%, c'est-à-dire qu'on va donner ce qui est le plus favorable à la famille. Mais ça veut également dire que si vous êtes riche ici, la scolarité de vos enfants est payée à 70%. À 70%. Et c'est ça qui a mis en route le fait en disant oui, mais c'est de l'argent public, ces gens n'ont pas besoin de choses. Bon, ça veut dire que. Mais en France, quand vous avez un élève scolarisé dans le lycée, la scolarité est gratuite pour tout le monde. Exactement. Et puis vous payez des impôts en fonction de ce que vous gagnez. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de services gratuits. Vous ne payez pas les pompiers, vous ne payez pas la scolarité. Alors l'idée générale que moi je défendais et que même mes collègues socialistes défendaient, et que la scolarité des enfants c'est le service, le vrai, le plus coûteux, le plus important à l'étranger, et que ce service-là ne devrait pas être soumis à conditions de ressources. Est-ce qu'il faut que l'enfant soit de nationalité française? C'est la seule condition. Les parents, c'est pas important. Il faut que les parents soient résidents quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Parents résidents, mais pas forcément. Par exemple, moi, ma femme n'est pas française. L'enfant est français, il faut que son... parent ou gardien, la personne qui le... On ne peut pas faire, j'appelais ça du trafic de neveux, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui trouvaient bien d'envoyer un petit Français ici, et puis il y avait une tante qui était là pour l'héberger. Donc ça faisait un échange culturel, non, ça ne s'est pas accepté. C'est-à-dire que si c'est vraiment la famille, le papa ou la maman, ou le gardien légal, oui, il faut que cette personne-là qui est en charge de l'enfant à titre principal soit effectivement sur le territoire. Si c'est l'oncle ou la tante et puis que les parents restent en France, non, ça ne marche pas. C'est normal. Non. Donc si François Hollande avait l'opportunité de supprimer ça, ce serait à partir de l'année 2013. Oui, c'est pas l'année en cours. C'est-à-dire que là, on a voté. Excellent. On a fait les décisions pour ce qui est d'ici hier. C'est une des raisons pour lesquelles j'en profite, etc. Et ça veut dire que également, la façon dont je lis la loi, moi, il y a des... Et puis, pas seulement moi, je veux dire qu'on pourrait la contourner, mais ce serait très grave. Et il y a des gens qui sont... là, c'est ce qu'on appelle la commission d'avril, qui peut avoir lieu en mars, mais enfin, donc c'est la commission d'avril qui est la commission normale pour l'année scolaire qui commence en septembre. Et puis, il y a pour des raisons 36, des raisons diverses, il peut y avoir des appels qui sont à ce moment-là traités en septembre ou octobre. Et normalement, l'équité devant les lois de la République font que les gens qui seront examinés à une commission ou à l'autre peuvent être traités de la même façon. Donc, quel que soit le président en septembre ou octobre, si les lois de la République sont appliquées, il devrait y avoir les mêmes décisions sur les mêmes bases. Maintenant, je vais vous dire que moi, je soutiens un autre candidat qui voudrait que ça se continue. Alors, si la raison pour laquelle on s'est arrêté en seconde, c'est que le budget, on est en période difficile, le budget ne permettait pas de descendre en dessous. Mais l'idée générale, c'était de faire en sorte qu'on descende, que cette gratuité qui avait même été promise par d'autres candidats, dont François Mitterrand, dont tout le monde, c'était de descendre jusqu'à la maternelle. Là, on est en train de mettre en cause le fait qu'on descende simplement les classes de lycée, les 3 dernières classes de lycée. Est-ce que dans ce qu'on va savoir sur les candidats, est-ce qu'il y aura un défaut de programme, au moins
Un positionnement sur des dossiers importants, oui. de la fiscalité dans... Ça, il est évident qu'un candidat qui veut être élu, il a intérêt à faire connaître à ses électeurs, par exemple on a parlé de la PEC, il a intérêt à faire connaître sur les dossiers les plus importants, on n'a qu'une page recto verso, c'est-à-dire que... Bon, il y a combien de dossiers en important? La fiscalité, la scolarité? C'est pas en nombre de dossiers, c'est en nombre de classes de dossiers, puisque il y a la protection sociale, l'enseignement, la fiscalité, j'allais dire que, à la limite, tous les domaines législatifs français ont un pendant français de l'étranger. Donc il faut que dans tous les textes, normalement, que ce soit passé au crible. Dans certains cas, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit, mais il y a véritablement presque autant de dossiers français de l'étranger qu'il y a de dossiers français de métropole. Vous êtes... Oui, est-ce que vous n'avez pas peur en fait que si que la prise en charge en fait se retourne un peu contre les Français de l'étranger, qu'on va leur demander de payer les impôts, que la nation paye pour la scolarité, mais en fait ces gens-là ne payent pas pour... L'argument, il a été avancé 36 fois. Il a été avancé 36 fois. Alors, la réponse, elle est la suivante, elle est toute simple. C'est-à-dire que ça n'est pas comme le panier de la ménagère, ce ne sont pas les mêmes personnes qui payent l'impôt sur la fortune et qui perçoivent le RMI. Pourtant, ce sont les mêmes fonds. Au départ, c'était les mêmes fonds. Donc, la responsabilité d'un citoyen, c'est d'être en règle vis-à-vis de la fiscalité qui lui correspond. Vous avez des Américains qui sont en France, qui payent leurs impôts en France, et ça compense d'une certaine façon, pas forcément de façon égalitaire. À partir du moment où les gens obéissent aux lois du pays, la responsabilité de tel ou tel État vis-à-vis de ses ressortissants doit être indépendant, contrairement à ce que, quand vous allez dans une boucherie, vous payez votre steak, on vous demande de payer le steak et vous recevez le steak. Au niveau de la solidarité nationale, on vous demande de payer ce qui est conforme aux règlements qui ont été établis non seulement au niveau national mais international, et vous êtes un bon citoyen, vous avez quelque chose qui a été voté par la représentation nationale. Donc ça heurte un certain nombre de gens, et l'argument a été enfoncé 36 fois en disant « oui, mais on est à l'étranger et on paye des impôts aux États-Unis, donc on n'a pas le droit, entre guillemets, à exiger ou demander que la France fasse quelque chose de plus pour nous. » Bon. Mais vous savez bien aussi que les Français vont payer des impôts dans les régions pour entretenir les lycées, pour le ramassage scolaire dans les départements, etc. etc. Là, ici, ce ne serait pas le cas. Donc il y a une partie des impôts qu'ils payent qui leur reviennent directement par leur localité. Les enseignants, non, mais... Tout à fait. Alors, mais il faut voir au niveau de la nation, est-ce que, prenons le point de vue plus élevé, je prétends qu'il est bon que nous, Français de l'étranger, on fait gagner à long terme, on contribue à la stature de la France et on contribue même à la stature économique, avec les échanges économiques, etc. Le fait d'avoir des enfants que la première génération d'expatriés ont leurs enfants qui sont également éduqués dans le système français, fait que tout ce mouvement qui consiste à avoir une implantation forte de la France à l'étranger, qui en fait un pays économiquement aussi fort que possible, eh bien ceci, c'est quelque chose pour lequel l'argent du contribuable n'est pas mal utilisé. Bon, et puis le fait que la contribution des Français de l'étranger soit différente de celle des Français de métropole, à mon avis, c'est un problème qui est réel, vous avez raison de le poser, mais il est différent. Il faut bien distinguer les entrées. Je citais l'exemple du RMI et de l'impôt sur la fortune qui bénéficie pas, qui n'est pas payé par les mêmes personnes et qui ne bénéficie pas de la même façon. Il faut prendre les choses, à mon avis, à un niveau plus important. Ça concerne aussi la première génération, c'est-à-dire que beaucoup de Français vivant à l'étranger, comme moi, j'ai payé des tonnes d'impôts en France, sur lesquels je ne touche absolument aucun avantage. Donc on a déjà payé à l'époque où on travaillait en France. Et deuxièmement, c'est quand même l'intérêt de la nation française qu'on fasse éduquer nos enfants dans la culture française, parce que pour certains, on est dans une école américaine. Donc c'est pas la même chose. L'impôt est territorial dans tous les pays du monde. Et s'amuser devrait l'être.
Mais s'amuser à jouer sur les cultures, on y perdra à long terme. Mais l'argument que vous donnez, quand même, il est très sérieux dans la mesure où c'est un argument qui passe bien. Les gens se disent, bah oui, oui. Donc il faut regarder vraiment tellement dans les détails. Si on n'était pas dans une réunion, une petite réunion, le genre de discours que je viens de vous tenir là, vous essayez de le tenir sur un plateau de télévision, je vous la souhaite bonne et heureuse, parce qu'il faut rentrer dans les détails qui ne sont pas forcément évidents, il faut s'élever un petit peu. L'avantage de ces petites réunions, c'est qu'en fait, il y a une interaction pratiquement un à un, et on peut en fait ne pas se limiter à la caricature. Et malheureusement, la politique de nos jours, c'est souvent se limiter à la caricature. Et ça, c'est pas du tout péjoratif, mais il y a vraiment des arguments. Vous voyez, le premier argument, il semble effectivement aller dans une direction unique. Si vous y regardez bien, ce que disait Jean-Éric, pardon, Jean maintenant, je sais pas comment. Je l'aime en France. Autrefois, Jean-Éric, c'était qu'est-ce que je disais? Avant de le présenter, je disais... On a déjà payé. On a déjà payé. De toute manière, pratique, si Hollande est élu, bon, il a montré son intérêt à faire payer des impôts aux ressortissants français, mais est-ce qu'il pourra vraiment le faire? C'est sûrement pas aussi facile que ça. Parce que si on élit un député de plus socialiste, on aura une plus. Pour ça, il faut faire attention, parce que tout va se voter à 50%. Ouais. Si on élit ici un député socialiste, on va voir une voix de plus à l'Assemblée nationale, qui va appuyer dans ce genre. Et ils sont très nets sur cette question. Une voix législative, ça compte quand même, ça pèse. Il y a beaucoup de voix, beaucoup de choses. La Constitution dont on parlait de 2008, si M. Lang, au dernier moment, je crois que c'était passé à 2 voix, si je me trompe, dont Jack Lang qui a finalement voté la Constitution, une voix, la représentation, à certains moments, remarquez, moi, même au suffrage universel, j'essaie de dire qu'une voix au suffrage universel, il faut voter dans tous les cas de figure, comme si c'était sa voix à soi qui décide de tout. Bon, mais au suffrage universel, c'est simplement la morale, et de fait, c'est très rare que ça peut arriver, que ça passe à une voix près. Plus on monte, plus le poids qui est donné, un député, ça représente 115 000 personnes, donc les 115 000, ils sont d'un bloc, tout socialiste, ou tout centre-droit, ou tout ce que vous voulez. Actuellement, nous avons le Sénat est passé à gauche. Il y a 3 manettes principales du pouvoir, l'Élysée, le Sénat et l'Assemblée nationale. Et donc là, la question est de savoir, il est parfaitement possible que pour la première fois depuis bien longtemps, les 3 manettes principales du pouvoir en France soient tenues par la gauche. Et avec, pour ce qui est des Français de l'étranger, je suis désolé, ça c'est pas véritablement une opinion, pour les Français de l'étranger, la gauche n'est pas favorable aux Français de l'étranger. Dans ma bouche, c'est effectivement un discours partisan, mais j'ai la faiblesse de croire que c'est un état de fait. Pour la prise en charge, M. Hollande ne veut pas de prise en charge pour les Français de l'étranger, et c'est donc le fait qu'à terme, nous allons avoir d'autres solutions on va mettre en avant d'autres solutions pour l'éducation des Français, des enfants de Français, qui sont basées plus sur la langue que sur la culture. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'on appelle les programmes flammes, français langue maternelle, mais ça résout le problème d'éducation de la langue, mais pas du tout le fait d'avoir une scolarisation dans un établissement français avec socialisation des enfants avec d'autres nationaux français, etc. C'est pas la même chose. De manière pratique, si tu es élu, donc tu vivrais à plein temps à Paris. Alors moi j'ai l'intention de garder les 2 résidences, comme maintenant. J'ai un appartement à Paris, j'ai un appartement à Los Angeles. Et tout pendant que Dieu me prêtera vie et énergie, j'ai l'intention de garder les 2. Mais je pense qu'il est bon qu'en France, un député, il a en général un bureau à Paris et il fait des allers-retours en train. Je ne promets pas que les allers-retours en train seront aussi fréquents, mais je promets d'essayer de faire à peu près l'équivalent. C'est-à-dire de ne pas garder... j'ai vu qu'il y avait France-Amérique, on donne des questions hebdomadaires à tous les candidats. Alors la prochaine question, c'est en quoi vous considérez que votre candidature est différente de celle des autres. Je vais en primaire, je n'ai pas encore répondu, je ne sais pas exactement ce que je vais dire, mais la chose simple, c'est que
ce poste est suffisamment important pour vouloir y élire des gens qui ont intention de l'exercer, cette responsabilité. Je ne vais pas citer de nom, mais si c'est une étape, soit parce que un des candidats qui est un des plus jeunes, qui a 31 ans, je ne citerai pas qui c'est, qui a dit que ben oui, c'est une étape. Il va être député pendant 5 ans ou 10 ans, etc. Ensuite, il passera à quelque chose d'autre. Moi, c'est le terminus du train. Moi, je suis là pour... j'ai fait ça au niveau en dessous pendant 18 ans. Je veux qu'on me donne le mandat pour essayer d'en faire un peu plus à un niveau supérieur. Et j'ai aucune intention d'être ministre, j'ai aucune intention d'être quoi que ce soit, si ce n'est de continuer au niveau législatif ce que j'ai pu commencer à un niveau inférieur. Quelle est la proportion de gens qui votent parmi les inscrits pour les États-Unis? Vous avez dit à peu près 200 000 inscrits? 200 000 inscrits. Alors on n'a pas d'expérience pour les législatives, c'est la première fois. Donc grosso modo, hein, on ne va pas rentrer dans les points après les virgules, grosso modo 14% pour ce qui est de l'AFE, de l'Assemblée des Français de l'étranger, 35% pour les présidentielles. Les législatives, ça va être quelque part entre les deux. Ce que je peux vous dire entre les deux, c'est la devinette. Moi, j'estime entre 20 et 25%, on verra. On a vote par Internet. Alors, il y a vote par Internet. Mais pour les présidentielles... Pas pour les législatives. Si. Pas pour les présidentielles. Pour les présidentielles, vous pouvez voter comme en France, parce qu'il y a égalité de traitement devant la loi des électeurs. Donc, comme en France, il n'y a pas depuis des législations, des jurisprudences corses de 1974 qui ont fait que le vote par correspondance n'est plus autorisé en France. Et bien, il y a le vote par correspondance n'est pas autorisé, en particulier pour les présidentielles. Donc, uniquement vote par personne ou par procuration. Exactement. Nous, ici, ça se fait le samedi. Ici, ça fait le samedi. Donc, on votera pour les... c'est donc le 21 avril, hein, c'est un samedi 21 avril, et puis le samedi 5 mai. Alors qu'en France, c'est le 6 mai. Et pour les législatives, c'est donc là, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est le 2 juin et le 16 juin. Qu'est-ce que vous pensez de la multiplication des listes des candidats à droite? Et jusqu'à présent, je crois qu'il n'y a qu'une seule liste à gauche. Donc, alors apparemment, il y en aurait 3. 3 maintenant. Mais alors moi, ce que je pense d'un point de vue analytique tout simple de la question, c'est que en supposant, on va simplifier les choses en supposant que ce qui était à peu près le cas il y a 2 semaines, vous aviez raison, il y avait une liste à gauche qui était à la fois le Parti Socialiste et Écologie, Europe EELV, Europe Écologie Les Verts. Donc je vois mal comment je voyais mal, en supposant, mais même maintenant, je vois mal comment cette liste-là pourrait ne pas arriver en tête au premier tour. Donc cette liste-là sera au 2e tour. Donc toute l'élection se joue au premier tour pour savoir qui va être deuxième. Et le deuxième de ce premier tour sera le premier. Il sera élu député. Donc je souhaite que vous soyez parmi les deuxièmes, mais, mais si vous ne l'êtes pas, allez-vous appeler pour le candidat qui sera mieux placé? Ça dépend lequel. Ça dépend lequel. Ah oui. Ah oui. Donc si c'est le Frédéric Lefebvre de l'UMP, oui, non. Non, oui, si vous voulez. Non, je veux si pas rentrer. Si c'est Treuil, oui, non. Si c'est Balkany, écoutez, je vais vous répondre une seule. J'ai fait la connaissance de M. Treuil il n'y a pas tellement longtemps. Et puis j'ai dit publiquement que si je n'étais pas candidat, je voterais pour M. Treuil. Donc j'ai au moins une réponse positive. J'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. J'ai vu ce qu'il avait pu faire dans ses écrits. Je ne veux pas dire que j'estime d'autant plus qu'il dit la même chose que moi. Oui, mais vous avez 2 listes, donc c'est vraiment... Oui, non, mais je ne cherche pas à contourner la question. Mais je vais vous dire une chose, c'est que même pour ce qui est de mon côté à moi, je ne cherche pas à avoir des soutiens au second tour. Parce que dans le contexte là, appelé à voter pour qui que ce soit au second tour, les électeurs, il n'y aura pas... C'est pas comme en France où on peut avoir quelque chose d'audiovisuel assez fort. Et puis c'est tout de suite dans le canard du matin, etc. Les appels à voter pour un autre candidat au second tour vont avoir un intérêt très très marginal. Très marginal. Je ne cherche pas à détourner la question, mais je ne vais pas... Comment? Au 2e tour, ils voteront contre les socialistes. Moi je pense que... Ils ne connaissent pas les candidats. Ils ne connaissent pas le candidat, la majorité votera, c'est la démographie.
la majorité votera contre les socialistes et le candidat non socialiste qui sera là au second tour sera élu, quel que soit le report de vote. Donc, je souhaite que ça soit moi, soit M. Treuil. Pourquoi, selon vous, il y a aussi peu d'intérêt pour faire aussi un aussi fort taux d'abstention? Parce que c'est quand même énorme. Ah, c'est énorme. Oui, oui, tout à fait. Ben, écoutez, pour ce qui est surtout de l'AFE, il faut quand même se placer, l'élection qui est bien médiatisée, c'est les présidentielles. Bon. Ça, on a une expérience précédente. 30-35% de taux présidentiel, c'est le carton plein pour nous. Les gens sont à la fois dans les... Il peut y avoir des raisons techniques, c'est-à-dire que les listes sont révisées. Alors, les diplomates nous disent que mes chiffres sont exagérés. Ils ont sans doute raison. Il y a au moins 20% des gens qui sont sur les listes et qui ne devraient pas y être, parce qu'ils ont bougé, etc. Bon, reste 80%. Et il y a des gens qui se sont expatriés pour une raison tout simple, c'est que la France, ils cherchaient quelque chose d'autre. Et vous avez un certain nombre de gens qui veulent couper les ponts, y compris de façon électorale. Et puis, pour ce qui est, alors pas des présidentielles, pourquoi ils s'inscrivent dans ça? Écoutez, il y a l'inscription au consulat, elle a deux versions. Il y a la version électorale et la version opérationnelle, parce que l'inscription au consulat, ça permet d'avoir une préfecture de rattachement, ça permet de ne pas perdre sa nationalité, de garder un certain nombre de choses, d'avoir la protection consulaire, des choses non électorales. Et puis, dans ce processus-là, il y a également l'électoral, et ça voudrait dire que les gens qui s'inscrivent disent oui, je m'inscris, mais non, je ne veux pas voter. Il y a peu de gens qui font ça, en fait. Pour ce qui est maintenant des 14%, donc 35%, c'est le carton plein. Ça veut dire que là, les gens connaissent, mettons que s'il y avait une bonne médiatisation encore accrue, on aurait peut-être 45%, 55%, si vous voulez. Et puis, la bonne question, c'est de savoir pourquoi il n'y a que 14% pour les élus locaux. Parce que les gens ne comprennent pas quel peut être le rôle d'un type comme moi, et puis ne nous donnent pas les moyens de le faire, parce que jusqu'à très récemment, grâce aux élections législatives, nous n'avions pas le droit, accrochez-vous, on n'avait pas le droit de faire campagne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de se faire connaître, on n'avait pas le droit de faire connaître ce qu'on faisait, sauf, et il y a très longtemps, il y a au moins quelqu'un dans la salle qui a pratiqué ce genre de choses-là, sauf en correspondance postale par clé fermée. Je ne vous dis pas, mais ça coûte cher. Regardez simplement le budget, mon budget pour les législatives, là. Il est lié, c'est 38 000 € plus 15 centimes par électeur. D'accord ? 15 centimes d'euros. C'est pas un... Bon, ça veut dire que je ne peux pas faire un courrier. Je déplace mon plafond. Si je fais un courrier général, peut-être en utilisant du parc-mail, on pourrait tout juste arriver à le faire. Si je fais un courrier général, je dépasse mon plafond, je suis invalidé. Et inéligible. Donc je ne peux pas. Avec l'Internet, on arrive à faire d'autres choses, mais... Ce que vous avez fait là. Ah oui, Si je suis là aujourd'hui, parce que j'ai reçu le mail. Voilà, alors, le mail, c'est justement, on a le droit, c'est une des grosses différences avec la métropole, c'est-à-dire que c'est une des choses, une contribution de l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est de rendre accessible aux candidats la liste des inscrits, et il y a environ les 2 tiers des gens au consulat. Les gens qui ont donné leur accord, ou qui ont mis leur liste, leur adresse email dans leur inscription pour voter, ça concerne environ 2 tiers des personnes, à peu près 2 tiers qui ont donné une adresse email. C'est la première fois cette année d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'on reçoit un email. Tout à fait. C'est pas la première fois, ça existait déjà en 2009 pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Mais ça a été peu utilisé et il y avait une inscription qui était de mémoire. Là, je vous ai dit à peu près 2 tiers, 67%, grosso modo. En 2009, c'était de l'ordre de 20-25%. Voilà, de 20-25% par rapport à 67%. Comment vous comptez gérer les dossiers par rapport à des Français d'étrangers qui sont établis à l'étranger et d'autres Français d'étrangers qui sont entre de passage en tant qu'expatriés pour X années? S'ils sont suffisamment expatriés pour s'inscrire et participer à la vie de la communauté pendant les 2 ou 3 ans où ils sont là, pour moi, il n'y a pas de différence. Il y a des différences sur les problèmes. C'est-à-dire que
Oui, bien sûr. Voilà. Alors, par exemple, les Français qui sont expatriés de courte durée vont vouloir conserver leur continuité avec la sécurité sociale, vont vouloir passer plutôt par l'AFE, la CFE, la Caisse des Français à l'étranger, plutôt que de prendre une assurance. Donc la problématique n'est pas tout à fait la même, mais en tant que, j'allais dire, c'est pratiquement, vous êtes établi à Limoges, vous avez des problèmes Limoges Sud et Limoges Nord qui sont un petit peu différents, vous êtes élu de Limoges, vous gérez les deux. Donc pour moi, en ce qui concerne le fait de... La question ne se pose pas de vouloir ne représenter que les expatriés longue durée. Non, pas du tout. Il faut bien que les gens qui sont expatriés de courte durée soient représentés par quelqu'un, si ce n'est pas leur député, qui. Donc, mais la problématique est effectivement un petit peu différente. Ils ont prévu à Paris de faire des téléconférences, genre Skype amélioré, mais avec des... Pour notre représentant, pour notre député, il va venir sans arrêt, et on pourrait peut-être faire des conférences. Ça dépend du député. Est-ce qu'il y a des moyens logistiques Les moyens logistiques, il faut que ça rentre dans un budget 6 000 € par an. Tout ça. Pour tout le monde? Non, pour une personne. C'est parfaitement au contraire. Donc moi, ce que je pense, le type d'engagement logistique que je prends, plus l'électronique de ce type-là, c'est de faire quand même des déplacements réels. Il y a 17 consulats ici. Je pense qu'il n'est pas exclu qu'un député s'engage à venir au moins une fois tous les ans, tous les 18 mois, tous les 2 ans, même dans les plus petits consulats, fasse le déplacement, tourne quand même à ce rythme-là. Donc je pense que le fait de s'engager à venir dans chaque consulat au moins une fois tous les 2 ans, c'est quelque chose qui est tenable. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire que, regardez là, par exemple, il y a 200 000 sur à San Francisco, 8 600 adresses électroniques, environ 13 000 personnes. On est, je ne sais plus, on est 20. C'est très bien. C'est très bien, mais ça veut dire que c'est quand même, pour un dialogue, c'est quand même l'électronique qui va... Il faut quand même donner la possibilité aux gens qui veulent voir en personne, participer de façon très directe, comme Cécile le fait. L'expérience de celle-ci, celle de ce soir et autres, prouve que relativement peu de gens le font. Il faut que cette possibilité soit ouverte, mais le principal va être électronique d'une façon ou d'une autre. Et là, le gros avantage, c'est que ça permet de rentrer dans des budgets, si les gens ont un intérêt, et puis relativement facilement, maintenant, on peut trouver, si vous me cherchez sur Internet, vous allez me trouver, hein, sans trop de difficultés, j'espère. Et puis, j'espère que ça n'ira qu'en progressant. Mais il faut encore avoir la volonté de le faire. Et puis, on revenait à votre question de tout à l'heure, pourquoi seulement 14% des gens... Alors que pour l'AFE, comme pour les législatives, on autorise 3 modes de... Oublions la procuration. 3 modes de vote. On autorise le vote par Internet, le vote par correspondance et le vote à l'urne, en personne ou par procuration. Et alors, je ne vous dis pas d'un point de vue logistique, mais c'est un véritable casse-tête. Un véritable casse-tête. Si vous voulez, je peux vous donner quelques détails sur la façon... En fait, pour le vote par correspondance, si vous n'avez pas pris les devants, c'est trop tard depuis le 1er mars, le vote par correspondance postale. Donc il fallait donner son adresse, sa volonté de voter par correspondance avant le 1er mars. Pour voter par Internet, vous pouvez le faire à condition, alors tous les gens qui sont ici, si vous avez reçu effectivement quelque chose venant de moi avec la photo et puis disant la petite mention légale, etc., ça veut dire que vous avez déjà votre adresse postale qui est dans la machine, et donc en principe, vous allez pouvoir voter par Internet si vous voulez. Il faut avoir un numéro... Il y a un numéro numérique que en principe tout le monde a. Il faut le rentrer dans la machine. Ce serait une bonne chose que tu fasses une petite lettre et quand aux gens commencent à se... Alors, les consulats ont déjà fait ce genre de choses-là, mais de toute façon, parmi les... Moi, je vais faire le email qui a été envoyé ici n'est envoyé que sur San Francisco. Je vais pas inviter les gens de Boston ici, c'est un peu difficile. Et donc, il y a quelque chose qui marche bien, mais qui a été mis en place depuis trop peu de temps. C'est monconsulat.fr. Si vous allez dessus, vous trouvez avec les choses uniques. Donc ça c'est un bon instrument et c'est bien fait par rapport à ça. C'est un bon instrument bien fait. Voilà.
autre sujet, où est-ce que je reviens à mon enjeu? Oui. Oui. On parlait tout à l'heure des expatriés. Qu'est-ce que vous pensez de la loi de Nicolas Sarkozy de taxer les exilés fiscaux sans vraiment dire ce que c'est qu'un exilé fiscal? Oui, mais alors ça, c'est ce qu'on avait parlé, c'est démagogique. C'est simplement parce qu'il était... il y a quelque chose qui est désagréable, foncièrement, de façon citoyenne, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut échapper à l'impôt puisse le faire de façon complètement légale, et non seulement légale, mais bénie, etc. Bon. Donc, il y a un petit problème, ce problème-là existe. Hein. Vous êtes sur le point de payer beaucoup d'impôts, et vous décidez d'utiliser d'autres choses. Donc ça, c'est gênant. Mais ce côté gênant qui est perçu par tout le monde, Nicolas Sarkozy et par d'autres, il a des conséquences qui peuvent être très ennuyeuses dans la mesure où on va englober dans ces mesures-là, à terme, c'est toujours comme ça que ça s'est passé, on va englober des tas de gens qui ne sont pas des exilés fiscaux, qui sont venus à l'étranger pour des tas d'autres raisons, et le nombre de gens qui ont décidé de s'expatrier pour des raisons fiscales, vous trouvez les noms, vous trouvez des noms dans la presse, mais en pourcentage, c'est 0, je sais pas, c'est quelque chose qui est... Et moi, mon problème, c'est d'éviter que, pour ces cas qui font la couverture des journaux, on soit en train de construire une usine à gaz qui embête, pour être très poli, la plupart des gens, y compris la chose américaine, qui voudrait dire que chaque Français à l'étranger devrait faire chaque année 2 déclarations, une à la France, une aux États-Unis. Non, faut arrêter les frais à ce niveau-là. C'est pas. Je veux bien qu'on combatte l'évasion fiscale, mais pas au détriment d'embêter les gens. C'est-à-dire qu'il y a véritablement le nombre d'exilés fiscaux, c'est très très faible. Il y a des choses qui sont identifiables, et il ne faut pas utiliser des moyens qui soient des moyens lourds de déclaration systématique qui ennuient. Vous savez, en France, on passe, un chef d'entreprise, un chef de petite entreprise, passe 50 jours par an à faire de la paperasse avant de commencer à faire son travail. Et alors, il faudrait éviter que chaque individu se retrouve dans la situation. Si chaque nationalité commence à demander une déclaration fiscale, alors que la déclaration fiscale dans le monde territorial à tous ses ressortissants, vous pouvez très bien de façon légitime 4 ou 5 nationalités. Le fait de demander aux gens qui ont eu par le passé une nationalité de continuer à faire des déclarations fiscales systématiques chaque année, j'estime que c'est pas décent. Alors, il se trouve que cette élection, non seulement de la part de Nicolas Sarkozy et d'autres, ce dossier est devenu sur le devant de la scène, et que les candidats font de la surenchère parce qu'ils estiment que les Français expatriés ne pèsent pas lourd de façon électorale, donc on tape dessus. Voilà sans masquer la chose. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais... Vous avez vu d'ailleurs le projet, c'est émis par qui? Lequel? Celui dont vous parlez, c'est maintenant le devant de la scène. Ah bah, ça a été une réponse de chaque candidat, la surenchère des autres. Je ne sais pas quoi vous dire d'où c'est venu. Quelqu'un a mentionné les projets de loi Cahuzac, l'autre sur la nationalité, etc. C'est quelque chose sur lequel dont les gens ont parlé, sur lequel les candidats ont fait la surenchère, parce qu'il était perçu qu'en France, les Français de l'étranger étaient des exilés fiscaux et qu'il fallait mettre un terme à ça. Moi, l'idée étant, je suis en France, je suis dans le territoire métropolitain, je paye mes impôts et je n'ai pas le choix de le faire autrement. Qu'est-ce que c'est que ces affreux qui ont d'autres possibilités, vu perçus comme ça, et donc des candidats se sont trouvés de façon démagogique à être en réponse à ça. Voilà mon analyse de quelle est. Et je pense qu'il n'y a pas eu vraiment un maître plan venant de quelques... C'était une idée de Strauss-Kahn qu'il avait depuis les années 70-80. Strauss-Kahn, effectivement... À l'époque où il a failli être président, et il était à ça, avait poussé ce projet, qui a été ensuite repris par la gauche, et donc Jérôme Cahuzac, qui lui a fait un projet de loi. C'est-à-dire que Jérôme Cahuzac... Il a fait un projet très précis, en fait, il suffit de googler Jérôme Cahuzac taxe, c'était très très précis. Jérôme Cahuzac était président, il est toujours d'ailleurs je crois, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le futur ministre des Finances,
si François Hollande passe. Donc on a une dimension, on va y avoir droit, et sa loi est très précise. Alors, Et c'est grosse différence avec le projet Sarkozy, c'est que Cahuzac, c'est sur les revenus, alors que Sarkozy, c'est sur le revenu du capital. Parce que, au point de vue paperasse, ce n'est pas forcément plus facile. Sauf que techniquement, en ce moment, François Hollande dit plutôt que ça doit s'appliquer seulement à quelques pays européens, Belgique, Luxembourg et Suisse. Parce que dans la proposition de Sarkozy, il faudrait renégocier toutes les conventions fiscales, ce qui n'est pas fait. Ce qui n'est pas faisable. Non, mais pas comme on peut, mais pas si seulement, jamais il passe, pas seulement dans les deux cas, hein, dans les conventions. Oui, sauf que dans un cas, il se limite à 3 pays, dans l'autre, Oui, non, je veux dire que même dans les deux cas, il faut renégocier. Quel que soit l'ensemble des pays auxquels vous voulez faire, il faut renégocier les conventions fiscales du pays en question. Alors certains candidats disent, pour des raisons complètement de campagne, limite à 2 ou 3, mais en fait, toutes les propositions dans ce sens-là sont des usines à gaz. Et moi, je mets tous les candidats dans le même sac. Et les conventions fiscales, aujourd'hui, en fait, dans un Américain, par exemple, qui a aussi une nationalité française et qui vit en France, paye ses impôts en France, comme aux États-Unis. Oui, mais c'est-à-dire qu'il est soumis à déclaration américaine. S'il dépasse un certain plafond, il doit payer une surcharge fiscale aux États-Unis. Donc c'est le problème, si on payait les impôts aux USA, on serait doublement taxé, parce que les Américains ne veulent pas déduire. Oui, alors, moi j'étais tombé. Il y a aussi autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans un pays fédéral ici. Donc vous payez des impôts fédéraux, sur lesquels il y a des négociations des conventions fiscales, et puis vous devez payer des impôts à l'État. Donc l'État, la Californie, le Wyoming, etc., c'est pas un partenaire de la France. Donc ça veut dire que et puis qui dit impôt de la possibilité, l'usine à gaz est terrible dans la mesure où vous ne pouvez pas avoir de compensation et d'accord de convention fiscale entre la Californie et la France, entre le Wyoming et la France. Donc tout ça, ça fait... alors, et la France, moi j'ai été alpagué avec des diplomates. Nous avons l'article 11 du Code civil, dit la réciprocité, ce qui dit grosso modo que c'était une bonne idée au départ, c'est-à-dire que les ressortissants français, les ressortissants étrangers, sont traités en France comme les Français sont traités dans le pays d'origine des gens en question. Je ne sais pas si je me suis bien compris. Donc il y a la France traite de la même façon, ou essaie de traiter de la même façon. On ne va pas appliquer la loi islamique, puis couper les têtes, etc. Mais enfin, il y a, par exemple, les Américains qui veulent acquérir un permis de travail en France doivent passer par la même chose que le Labor Certification, que les gens qui veulent avoir une carte verte ici doivent passer. Donc, la France, rien que pour les Américains, construit une usine à gaz pour respecter l'article 11 du Code civil de la réciprocité. Bon. Cette réciprocité est supposée avoir l'effet que les Français soient mieux traités à l'étranger qu'autrement. Puisqu'on dit, attention, si vous traitez mal les Français, vos citoyens sont traités de la même façon en France. C'est ça l'idée. Le problème, par exemple, c'est que la France, parfois, applique l'article 11 à rebours. Parce que les diplomates ne se posent pas de questions et ne se rendent pas compte que l'application de l'article 11 peut être nuisible uniquement aux ressortissants français. Je prends par exemple l'exemple que j'avais cité, parce qu'il est relativement anodin, des permis de conduire. Ce n'est pas tellement gênant en France d'accepter les permis de conduire du Wyoming, parce que ça dépend des États. Je ne sais pas si le Wyoming est dedans ou dehors. Ça ne va pas faire beaucoup de tort à la France d'accepter pour validation les permis en France les permis de conduire du Wyoming. Les gens qui en bénéficient le plus sont en fait des Français qui rentrent du Wyoming en France. Donc l'application de l'article 11, elle est, dans ce cas-là, elle est rigoureuse, elle n'est nuisible qu'aux Français, ou peut-être à d'autres qui ont leur permis de conduire du Wyoming, mais en particulier aux Français. Donc c'est mauvais pour que la France applique bêtement les lois françaises lorsque ça va contre les intérêts des ressortissants. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais c'est donc... alors, en matière fiscale, c'est encore pire, parce que là, si vous avez des impôts qui ont été indûment payés dans un pays ou dans l'autre, si vous avez des redressements fiscaux
Et si c'est pas du tout un cas de figure, vous avez un redressement fiscal possible sur 5 ans dans un pays, sur 3 ans dans l'autre, si vous êtes parfaitement honnête, vous avez payé vos impôts au mauvais endroit, qu'est-ce qui se passe des 2 ans de différence? Si c'est à votre avantage, tout va bien, si c'est à votre désavantage. Donc, nécessité du pouvoir régalien, etc. Donc ça s'arrange, mais ça ne s'arrange pas à partir des règles. Voilà. Bon, là je m'aperçois que je rentre sous les chevaux de bataille à moi et que je peux très bien larguer un certain nombre de... Et si votre conjoint n'est pas français, ça complique probablement les choses un peu plus. Alors ça complique les choses dans certains cas, puis pas dans d'autres, pour les héritages. Oui. Les héritages, vous avez des... Moi je conseille, il n'y a pas tellement d'intérêt à acquérir la nationalité américaine ici, sauf pour les conjoints, si vous avez des propriétés, des immeubles non négligeables. En tout cas, moi je vous conseille que vous soyez tous les deux américains. Parce que simplement c'est mal ficelé autrement. Désolé, mais c'est malheureusement comme ça. Alors, ça fait 15 ans qu'on essaye d'arranger les choses. Je veux dire que pour le moment, vous ne savez pas quand l'un de vous deux va décéder. Moi, je vous conseille de devenir américain. L'un et l'autre. Si vous avez des choses substantielles à hériter d'un point de vue terrain ou immeuble. C'est pas le cas. Non, il y a des cas, malheureusement, les Américains ont mis en place un certain nombre de règlements qui étaient faits pour éviter que les étrangers, entre guillemets, acquièrent un certain nombre de biens considérés comme sensibles. Autrefois, c'était beaucoup les terrains. Et puis est resté énormément le cas des licences de radio. Si vous n'êtes pas citoyen américain, vous ne pouvez pas acquérir de radio commerciale. Bon, c'est un point de détail, mais enfin ça existe encore sur des points de détail. Vous avez faim? Oui. Pas encore. Question? Non? Bien, je reviens à ce que j'avais oublié. On peut continuer à discuter une fois. Regardez tout ce qu'on a là, c'est quand même dommage de pas. De laisser refroidir. Ce serait dommage de laisser refroidir, à mon avis. C'est supposé être froid. Bon, je sais pas. Encore une question générale ou bien vous continuez? Moi, j'aimerais bien savoir est-ce que vous avez un plan, si vous êtes élu concernant. Quand je dis un plan, pas juste des idées, parce que. J'ai bien compris vos idées en ce qui concerne la fiscalité, mais quel est votre plan d'attaque en quelque sorte? C'est-à-dire qu'une fois entré en France, compte tenu qu'à droite comme à gauche, il y a des idées que pas très bonnes pour nous. Quel est votre plan en fait? Comment comptez-vous les idées? Oui, concrètement pour avoir une influence, c'est ça? C'est bien l'idée. Pratiquement, comment faire pour que ce soit Hollande ou Sarkozy pour que ça s'arrête. Bon, écoutez, l'idée... Non, ça s'arrêtera peut-être, ça ralentira peut-être. Non, mais il faut que ça s'arrête d'ailleurs. Parce que c'est absurde. En plus, je suis même pas sûr que ce soit, je ne sais plus comment on dit en français, enforceable. C'est-à-dire, ils peuvent faire une fiscalité, mais on est là, ils sont là-bas. Je vais répondre à votre question générale, mais pour ce qui est de la fiscalité, je peux presque vous rassurer. Presque. Parce qu'il faut rester encore, etc. C'est que, je ne sais plus qui l'a mentionné, qu'il fallait renégocier, que ça prendrait 10 ans. Je confirme. C'est quasiment impossible. Je confirme, c'est que il va y avoir une flambée. Les obstacles concrets sont tels que, une fois la flambée électorale passée, sauf si c'est un impôt de punition, auquel cas on aura droit à la sauf si c'est un impôt de punition, auquel cas on aura droit à la double imposition, il n'y a aucune renégociation. Non, si la France décidait du jour au lendemain de devenir un État ne respectant pas le droit international, oui. Non, on peut taxer, on n'a pas renégocié avec les Américains. Pour l'instant, oui. On paye chacun son hôtel, lorsqu'on vit plus de 6 mois. Et si la France décide unilatéralement de dire, et en plus, les Français vivant aux USA, vous payez vos impôts aux USA, et en plus, je vous paye un impôt supplémentaire. Y compris avec un taux supérieur à 100%. Donc, on comptera sur toi pour devenir monégasque. Oui, mais ça ne sert à rien si tu es français. Non, mais on sera plus français. Il y a un accord entre Monaco et la France. Non, c'est vrai, bien sûr. En théorie, c'est vrai. En pratique,
Mais c'était le projet Cahuzac. Ah oui, oui, mais c'est un... C'est pas un rêve, c'est C'est pas un rêve, mais enfin, le projet Cahuzac est l'exemple même d'un projet surréaliste. Il était président de la commission des finances dans l'opposition, c'est-à-dire qu'il pouvait donner un projet qui savait ne pas être suivi des faits. C'est terriblement le futur ministre des Finances d'un gouvernement. C'est pour ça que je ne vote pas de ce côté-là. Non, mais soyons raisonnables. En dehors des choses, comme également, il y a plusieurs ministres, plusieurs députés qui avaient co-signé quelque chose proposant de retirer leur nationalité aux Français qui n'étaient pas fiscalisés en France. Donc, des projets de loi stupides, il y en a tout le temps. Des députés qui se rendent rapporteurs de dossiers qu'ils ne connaissent pas du tout, il y en a tout le temps. Donc je ne dis pas que dormir sur vos deux oreilles, il n'y a aucun danger. Non. Mais concrètement, dans les limites du raisonnable, ce que vous dites pour la fiscalité, même si tu as raison, le danger, c'est suffisamment contrôlable. S'il y a suffisamment d'opposition à ce genre de choses, de levée de bouclier, le système devrait passer pour, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun danger. Alors maintenant, justement, on revient à votre question de base. Comment un député peut, tout seul, au départ tout seul, être le grain de sable qui, etc. Alors, même si je suis suspendu d'un parti que j'ai nommé tout à l'heure, j'ai quand même le réseau correspondant à la chose qui, une fois élu député, je retrouve ce réseau. Donc je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Dans mon carnet d'adresse, en tant qu'élu de base des Français de l'étranger, alors vous allez me dire que c'est pas à cause justement du système électoral, j'ai 9 sénateurs qui ne pensent qu'à une chose, c'est me faire plaisir. Parce que tous les tu es suppléant d'un sénateur d'ailleurs. Ah, j'étais, parce que maintenant j'ai été pendant un certain temps suppléant, mais maintenant c'est la roue a tourné, j'ai donc été pendant 9 ans suppléant d'un sénateur, maintenant je ne suis plus. D'accord. Le sénateur a pris sa retraite, sans question. Ah, il a pris sa retraite. Mais en fait, ça veut dire que quand même, il suffisait, maintenant il faut 19 voix de gens comme moi pour faire un sénateur. Donc autant dire que les gens qui sont en place, et c'est une bonne chose, que les sénateurs qui sont en place, s'ils veulent être réélus, ils font, et c'est une très bonne chose, je ne dis pas ça péjorativement, ils veulent faire plaisir. Alors moi, c'est pas moi, je ne veux pas me faire plaisir à moi, mais quand j'ai des dossiers demandants, si je veux faire passer un dossier particulier, si moi je le présente à un sénateur, je suis bien reçu. Bon. Et puis de cette même façon... tu peux voter que pour un sénateur? Oui, mais ils ne savent pas lequel. Non, alors donc ça veut quand même dire que, mis à part cette chose-là, le dossier normal, tissu de relations, fait que c'est à ça que ça sert un parti. C'est simplement, on donne sa force de travail la plupart du temps en fonction de projets qu'on n'a pas mis soit au point, soit même au point. Et puis, le pendant, ça veut dire que lorsqu'il y a des projets qui sont importants, et en particulier projets français de l'étranger, et bien pratiquement, c'est là qu'on fait payer le fait d'avoir été un bon soldat. Là, j'ai un projet qui m'importe. Vous êtes 150, soyez, s'il vous plaît, au rendez-vous au bon moment. C'est pas un grand secret, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, je ne me cache pas du fait que d'abord, c'est simplement une question d'honnêteté intellectuelle. Si je suis... alors, j'ai découvert d'ailleurs, si je suis élu, si l'UMP existe encore dans mon élection, je ferai partie de l'UMP. Et alors, autre chose, même n'étant pas lorsqu'il s'agit des déclarations au niveau de la déclaration de candidature, c'est le candidat qui choisit son parti et pas le contraire. Donc, au niveau de la déclaration de candidature officielle, si je décide, moi, d'être communiste, je n'ai pas besoin de demander l'aval du Parti communiste. Je mets simplement en bas de la déclaration que je suis rattaché au Parti communiste, et le Parti communiste touchera environ 14 000 € correspondant au fonds public de la chose. Donc, la déclaration de candidature de quelqu'un est due uniquement à la volonté de la personne en question, et non pas de l'investiture ou pas. Voilà. Donc ça, c'est la... Et je vais me renseigner d'ailleurs pour savoir au niveau de la proclamation des résultats, pourquoi pas,
je crois que si je me déclare UMP dans son rattachement officiel, je crois que le jour des déclarations des résultats, je serai déclaré élu UMP. Je vais vérifier. Je ne suis pas sûr de ça, mais j'ai l'impression que c'est comme ça. Mais la droite n'avait pas unifié quand même sur cette question. Sur la question de... Elle l'était. De façon électorale, ce qu'on appelle les propositions Sarkozy, elles sont toutes récentes. C'est une réaction électorale à quelque chose qui n'existait pas avant. Donc il n'y a pas de... C'est de l'électoralisme, j'ai bien peur. L'avantage d'être suspendu de l'UMP, c'est que je ne suis pas obligé de défendre les positions de l'UMP. Moi, j'en abuse pas non plus. Suspendu, ça a l'air d'être un grand mot. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est simplement... J'ai maintenu ma candidature alors qu'il y avait un candidat investi par le... Ah, pour ces élections? Pour ces élections. D'accord. Non, je suis à jour de cotisation, et justement, ils ne veulent pas me les rembourser. Donc ils ont suspendu tous les autres candidats, sauf... Ils auraient dû. Statutairement, c'est fait. 3 n'est pas encore suspendu, mais... Moi non plus, parce que je n'ai pas reçu de notification. Ouais. Je n'ai pas reçu officiellement quoi que ce soit, même si un journaliste a appelé les instances de l'UMP qui leur ont confirmé que j'étais suspendu. Moi, j'ai rien reçu, ni courrier, ni email. Ça ne fait pas une grosse différence. J'ai aucune intention de me réclamer de l'UMP pour les élections. Donc, zen. Hein. Il y a un certain nombre d'électeurs que ça peut induire en erreur. Donc, j'aime pas trop ça. J'essaierai d'être le plus honnête possible, sans rentrer dans le fait que je ne peux pas dire que j'ai investi sur l'UMP si je ne l'ai pas. Quoi. Mais je veux quand même indiquer quelle est mon étiquette autrement. Je suis libre et gaulliste, gaulliste et libre. Enfin, mais la raison, c'est quoi en fait? C'est sur des positions concernant certains dossiers ou... Pardon? Pourquoi la suspension? Uniquement parce que je maintiens ma candidature contre Frédéric Lefebvre, candidat investi. Ils n'ont pas acheté un candidat, si tu veux. On peut pas... de mettre Frédéric Lefebvre sur la zone États-Unis et voilà, c'est le candidat entre les deux officiels. Tu suis le rang, c'est la seule. C'est comme sur la députation en La Rochelle où Ségolène Royal a été parachutée là-bas alors qu'il y a un candidat socialiste. Le socialiste a été suspendu également. Je ne veux même pas m'insurger là-dessus. Les partis politiques investissent des candidats. Si on est membre d'un parti politique, on décide soit de soutenir ce candidat, soit de se retirer du parti politique, ou d'être suspendu. Mais la suspension, ça veut dire que ça. Ça veut dire, et ils veulent éviter, c'est normal, tous les partis politiques, c'est parfaitement normal, le contrôle, veulent éviter que quelqu'un puisse se réclamer du parti en question alors qu'il est investi. Donc, j'ai aucun problème avec ça. C'est comme ça. C'est comme ça et c'est normal. C'est normal. On mange? Juste un détail par rapport à quelque chose que vous discutez juste avant que vous parliez d'un seul sondage qui donnait Sarkozy à 50,3. C'est pas un sondage, c'est une projection basée sur les chiffres du chômage. C'est une étude en fait, faite par un groupe de chercheurs, je ne sais pas trop quoi, qui prennent en compte plusieurs critères, dont le chômage, mais pas que. Et cette étude, apparemment, ils affinent leur modèle au fur et à mesure des élections. Ils avaient prédit en fait 2007, 53-47. C'est ce qui a été mis en avant. Mais ce n'est pas que ce taux du chômage, et c'est un modèle mathématique qui calcule, qui prend en compte plein de choses, entre autres le taux de chômage, mais pas uniquement. Tout à fait d'accord. C'est exact. Je suis absolument d'accord avec ça. C'est mérité de préciser. Effectivement, à 50,3. Ouais. Bien perdu. Oui, voilà. Bien. Bon, bah écoutez, moi, comme je suis tout seul pour faire le service, aidez-moi.